Voilà. Écoutez, moi je suis directeur d'école. Je suis à la retraite depuis cette année. Je voulais faire encore 2 ans, mais comme je ne voulais pas appliquer les directives actuelles, je suis parti. Hein, parce que voilà, un coup de grisou, il fallait le faire. Et au moins, mon énergie, je la mets un petit peu comme avec Jacques, comme avec plusieurs enseignants, plusieurs parents d'élèves, plusieurs citoyens, amis de l'école. Hein, on s'est réunis pour créer un manifeste afin de reconquérir une école qui instruise. Voilà. La reconquête, car le peuple avait conquis cette nourriture essentielle qu'est l'instruction, afin que celle-ci serve de tremplin et d'ascenseur social à tous. Pour une école qui instruise, car désormais les savoirs ne sont plus une priorité. Et on les remplace par des compétences. Mon père, qui avait été atteint par la maladie d'Alzheimer quelques mois avant sa mort, on était passé devant son école, puis il a eu un sourire. Vous savez, quand les gens atteints de maladie d'Alzheimer, ils ont un regard dans le vide, etc. Et d'un seul coup, quand il est passé devant son école, c'est illuminé. Hein, et il m'a dit, tu te rends compte, c'est là, c'est mon école. Hein, j'étais bien, on était protégés, et on apprenait. Voilà. Voilà les souvenirs d'un homme qui a fréquenté l'école publique dans les années 1920. Est-ce encore le cas? Quand je vois l'affiche de l'association, une école ambitieuse, je ne souhaite qu'une chose, évidemment, c'est que ça devienne un pléonasme. Mais il a fallu quand même marquer une école ambitieuse, parce que là, on a l'impression vraiment que ce n'est plus le cas. Parce que j'avais commencé, jeune institut, il y a 40 ans, moi il y a un peu moins quand même, 40 ans, le maire du village était venu me voir pour me saluer et me souhaiter la bienvenue. Bon, les parents et les enfants, ils guettaient un petit peu l'arrivée du nouveau venu. L'enseignant était respecté. Alors je parle pour l'école primaire, mais avant c'était pareil pour les collèges, les lycées, les enseignants étaient respectés. Est-ce encore le cas? Dans mon école, en tant que directeur, j'avais imposé que lorsqu'un adulte entrait dans une classe, que tous les élèves se lèvent. Voilà. Qu'on rentre dans les locaux de l'école, tête nue, qu'il n'y avait pas de bonnet, de casquette, n'importe quoi. Que l'on parle à l'enseignant, que les élèves parlent à l'enseignant en utilisant les mots « madame » ou « monsieur ». Et je peux vous assurer qu'on a tout fait pour qu'on respecte le lieu et l'enseignant. Et les parents respectaient cela, appréciaient cela. Et évidemment, les élèves étaient respectés, et les parents aussi, puisqu'il y avait un échange de respect entre les différents acteurs de l'école. Et ils appréciaient cette façon d'élever l'institution. Parce que instaurer le respect, c'est élever une institution, c'est élever l'école. Hein? Mais est-ce encore le cas dans la plupart des écoles maintenant? Est-il trop tard pour rétablir l'école dans sa noblesse d'instruire, hein, et de la considérer comme un peu le temple du savoir? Est-ce que c'est trop tard? Non, parce que de toute façon, vous êtes là. Moins bien que tout le monde ici veut se battre pour justement qu'on revienne à ces valeurs fondamentales. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Hein. La preuve, il y a plein d'associations différentes. Donc, chaque association a des tas d'adhérents. Si on mettait tout le monde dans cette salle, je suis sûr que la salle serait trop petite. Hein. Alors, comment en sommes-nous arrivés là à cette destruction de l'école publique? Hein. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais tout simplement parce qu'il a été mis en place un véritable travail de sape sur les fondements de l'école. En 2012, l'appel de Bobigny a été le creuset du consensus contre l'école publique. L'appel de Bobigny a été lancé dans les mois qui ont précédé l'élection présidentielle de 2012. Et ils avaient fixé cinq objectifs qui avaient pour mission de démanteler l'enseignement. C'était pas dit comme ça, mais le résultat c'était le même. Ainsi, la mission d'instruction et de transmission des connaissances a été remplacée par un droit à l'éducation pour chacun et pour tous en équité. Déjà le mot savoir et connaissance disparaissait. Au lieu de défendre et d'améliorer
l'enseignement scolaire, l'appel de Bébigny, prétend définir un... Alors là, je le cite parce que là, il fallait faire ce genre de phrase sans point. Il fallait définir un projet éducatif global ambitieux pour l'enfance et la jeunesse sur tous les temps, les espaces éducatifs et sociaux, articulant éducation formelle, informelle et non formelle dans un processus de formation tout au long de sa vie en s'appuyant sur une formation initiale solide. Point. Voilà. J'étais obligé de reprendre ma respiration. Mais quel charabia! Quel charabia! Tout ça pour dire que la transmission des connaissances est remise en cause, que la frontière entre le scolaire qui relève de l'éducation nationale et le périscolaire qui relève des collectivités territoriales est abolie. Il reprend les trois catégories d'ailleurs de l'Union européenne qui dilue un peu l'instruction encore délivrée par l'école publique. Les trois définitions de l'Union européenne, c'est que l'éducation formelle est assurée par l'école, l'éducation non formelle est assurée par différentes structures éducatives, et l'éducation informelle prend en compte tous les actes de la vie permettant d'apprendre. Regarder un film, je ne sais pas, discuter avec un ami. Ils ont oublié d'ailleurs de citer les jeux de vidéo. Alors avec ces catégories, l'école est mise sur le même plan que tous les acteurs de l'éducation, pour mieux nier son rôle de transmission des connaissances et de délivrance des diplômes nationaux. Car avant, il y avait l'école, c'était une chose, quand on parlait de l'école, collège, lycée, on peut savoir, mais maintenant, non, c'est rabaissé au niveau de tous les acteurs de l'éducation, de l'animation. J'ai rien contre les éducateurs et les animateurs, mais chacun son métier, quoi, donc, enfin, cet appel à la mobilisation des ressources éducatives des territoires, déchargeant ainsi l'État de sa responsabilité historique de garantir le droit à l'éducation et à l'instruction égale pour tous. Alors, la réforme des rythmes scolaires, je pense que vous en avez entendu parler de cette réforme. La réforme des rythmes scolaires conduit, en confondant les temps scolaires et périscolaires, à placer l'école maternelle et élémentaire ainsi que leurs enseignants sous l'autorité des communes et des groupements de communes. Avant, il y avait une indépendance des enseignants par rapport aux communes et on ne subissait pas les pressions. Non, ce n'est plus le cas. Le projet éducatif territorial, le PEDT, comme on dit, arme de la dénationalisation de l'école, livre les enfants à une école municipale dépendant donc des ressources des communes. Si on est une commune riche ou une pauvre, ce ne sera pas la même chose, de leurs choix et de leurs orientations politiques. Ainsi, évidemment, cela aggrave les inégalités entre élèves. Ça désorganise les conditions de travail des personnels, ça appauvrit les enseignements, et met à mal le statut des enseignants pour achever la transformation de l'école républicaine en école de territoire. La réforme des rythmes scolaires, donc, dans les écoles, et la réforme de collège, je vais en parler parce que chacun sa place se redit, il y a suffisamment de profs ici pour en parler de la réforme du collège, sont deux armes de destruction de notre école, qui font partie de la loi de refondation et qui n'est que la déclinaison des directives européennes dont le programme a été adopté par le Conseil de Barcelone en mars 2002. Celui-ci précise que les compétences de base doivent être accessibles à tous, y compris les jeunes à besoins spécifiques, les jeunes déscolarisés et les apprenants adultes. Ainsi en est-il de l'école du socle de compétences, qui est le pilier de la loi Pays. Alors, ce ne sont pas des mots. Compétence, c'est un mot qui veut bien dire ce que ça veut dire. Les compétences, c'est savoir simplement se servir d'un fouet pour faire une mayonnaise. Voilà, ça c'est une compétence. Je sais me servir d'un fouet pour faire une mayonnaise. Mais pour eux, il n'est pas utile de savoir quels ingrédients on met dedans. Ça, ce sont les savoirs. Voilà. Sachez vous servir d'un fouet, mais sachez pas ce qu'on met pour s'en servir.
L'Union européenne a retenu 8 compétences clés. Et parmi lesquelles, je vais vous en citer 2. Apprendre à apprendre. Est-ce que c'est aux enfants d'apprendre à apprendre? Non, 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 c'est autre chose. Et la 8e, c'est l'esprit d'entreprise. Alors là, c'est quand même quelque chose. Ça change complètement, un petit peu, de ce qu'on a connu, nous, dans notre école, hein, actuellement. C'est fini, c'est balayer la transmission des connaissances. Hein, balayer l'école qui instruit. C'est fini, ça. Hein, celle-ci sera réduite à insuffler à la jeunesse l'esprit d'entreprise. Hein, c'est dire, on ne peut plus clairement qu'il est inutile de transmettre de véritables connaissances validées par des diplômes nationaux. C'est dire que l'enseignement n'aurait qu'un but, son utilité économique immédiate. Plus exactement, son utilité pour les entreprises. Certains avancent qu'il est indispensable d'aller vers une culture d'entreprise. Les mauvais résultats de la France au classement PISA 2016 en sont la preuve. On était 26e sur 70. Voilà ce qu'ils disent, ces gens. Rappelons néanmoins que l'enquête PISA, que les enquêtes sont des enquêtes menées par l'OCDE, qui regroupe des pays qui ne visent que le développement économique. L'OCDE décrit d'ailleurs sur son site, je cite, sa mission comme celle de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique dans le monde. Donc les évaluations PISA se basent aussi sur les résultats de l'esprit d'entreprise, et ce n'est pas surprenant d'ailleurs que ce soit Singapour, le Japon, l'Estonie, la Chine qui trustent les premières places. Vous avez vu, j'ai mis trust, ça fait très économique. Bon, mais quand on sait de quelle façon les enfants de ces pays-là apprennent, je préfère nettement notre éducation à la française, qui promouvait avant ces réformes l'apprentissage des savoirs dans un développement harmonieux de l'enfant. Le droit du travail, on va revenir un petit peu aussi au droit du travail, mais le droit du travail découle désormais de cette école de compétences. Et cela ne date pas simplement de maintenant. Déjà dans les années 2000, à la réécriture du Code du travail en l'an 2000, toute référence au diplôme professionnel a disparu. Les grilles de classification du type parodie qui ont été mises en place à la Libération, qui garantissaient un positionnement de salaire dans la grille, en fonction de la possession d'un diplôme et de son ancienneté dans le poste occupé. Ces grilles-là ont disparu. Elles ont été remplacées peu à peu par des grilles à niveau, au sein desquelles, peu à peu, les diplômes, la référence au diplôme n'est qu'implicite. Et ces dernières années, des grilles dites à critères glissants, où les diplômes ne sont qu'un critère parmi des dizaines d'autres dans la grille des classifications, se sont développées. Le patronat revendique de plus en plus de voix reconnues aux employeurs et à eux seuls le pouvoir de déterminer la qualification des salariés sur la base de l'évaluation de leurs compétences, opération qui, selon eux, ne peut se faire que dans l'entreprise. Vous voyez quand même le glissement qu'il y a, de passer d'une école de savoir, de transmission de connaissances, à une école de compétences, et une école de compétences marquée par des écoles de territoire. Donc pouvoir beaucoup plus malléable pour des grandes entreprises. On est en train de détruire le code du travail et la façon d'établir des grilles de référence au niveau des salaires. Désormais, on va en l'embauche dans une entreprise pour un travail précaire. Avant, on allait, il y a encore quelques années, quelques dizaines d'années, les travailleurs allaient chercher du travail, rencontrer le patron ou le DRH pour les plus grandes entreprises, disant, ben voilà, moi j'ai telle compétence, vous me donnez quoi? Ils pouvaient discuter du salaire, il y a encore quelques dizaines d'années. Maintenant c'est fini, on y va pour un travail précaire, et on y va en disant, en ne demandant même pas combien on est payé, parce qu'on dit, ah bah, si on est payé au SMIC, ça sera bien. Il n'y a plus d'ambition pour le travail. Et en plus,
C'est tout juste si on n'embrasse pas le DRH s'il accepte de nous prendre au niveau de l'emploi. Nous sommes donc actuellement dans un croisement entre deux chemins. Le chemin qui consiste à garder une école qui transmet des savoirs, certifiés par des diplômes nationaux, reconnus dans les conventions collectives et le Code du travail. Ça, c'est l'école, c'est notre école. On prône l'école du savoir et des connaissances. Et il y a le chemin, qui est prôné actuellement par l'OCDE, par l'Union européenne et par les différents gouvernements actuels et précédents, qui soit une école de compétences, de la déqualification au service de la déréglementation, éclatée en projets éducatifs locaux, donc des territoires, pour une société sans droit et sans règles, sauf celle du profit. Ils veulent soumettre l'enseignement aux lois du marché et au profit des entreprises. Alors, que faut-il faire pour revenir à une école? Une école nationale d'abord. Il faut revenir à une école nationale, c'est fini, qui garantit le droit égal à l'instruction, et pour tous, une instruction pour tous et pour tous les citoyens. Il faut que les projets éducatifs cessent. Territoriaux, je parle. Bon. Les enseignants doivent rester des fonctionnaires d'État, c'est vital, contrairement à ce que souhaite l'Union européenne. Je vous rappelle que nous sommes un des rares pays d'Europe où nous sommes encore des fonctionnaires d'État. Et car le statut garantit l'égal accès pour tous à l'instruction. Donc, premièrement, une école nationale. Deuxièmement, une école qui instruit. Elle doit reposer sur un enseignement structuré, en discipline. Voilà, ça c'est une base. Dispensant un enseignement basé sur des programmes nationaux, reconnus sur tout le territoire. L'école du savoir s'oppose à l'école de la coéducation, c'est pas la même chose, qui mêle enseignement scolaire et animation permettant l'intrusion dans l'école d'associations, y compris religieuses, groupes de pression politique ou lobbies de toutes sortes, au mépris de la laïcité. L'école doit être uniquement affectée aux enseignants. Je rappelle que quand je dis école, c'est collège, lycée, on est bien d'accord. Les activités périscolaires doivent être ailleurs. Et troisième point, c'est une école laïque. Elle permet d'instruire les futurs citoyens et leur faire acquérir pleinement la liberté de réfléchir et la liberté de penser. Certes, une école laïque indépendante de toute pression religieuse politique, mais aussi une école indépendante de toute forme commerciale. On vient de m'alerter, il n'y a pas longtemps, qu'un partenariat vient d'être signé entre les éditions Nathan et le GNIS. Alors, le GNIS, c'est quoi le GNIS? Je vais vous le dire, c'est un syndicat national de semenciers qui renouvelle les multinationales les plus dangereuses sur le marché, telles que Monsanto. Voilà. Donc, l'éditeur et le GNIS travaillent à la publication d'une revue qui s'appelle 1000 et une graines pour accompagner les professeurs et lycéens sur des thèmes tels que la biodiversité ou nourrir l'humanité. Ça, c'est un comble quand on voit ce que c'est. Bon, en vérité, vu les intérêts et l'hégémonie du GNIS, il s'agira de vanter à nos enfants les mérites des OGM et des pesticides. Donc, vous voyez qu'une atteinte à la laïcité par des marques commerciales, c'est terrible. Donc, il nous faut surtout aussi une école qui soit un lieu de respect et du savoir, de transmission de connaissances et de respect des personnes.